vous pouvez nous indiquer si vous entendez bien, si nous voyez bien. Comme ça, on sait que toute la partie technique est réglée. Et dans quelques secondes, je vais lancer un décompte d'une trentaine de secondes et après, on commence directement ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Et voilà, ça va commencer dans une trentaine de secondes. Rebonjour à tous et du coup, re-bienvenue à toutes les personnes qui étaient présentes au départ. Donc aujourd'hui, on se voit pour parler de l'IA, surtout de l'IA, mais de manière concrète. L'idée, c'est que sur cette 1h30 de masterclass, on va pas blablater sur des théories, etc. On va vous expliquer comment on peut utiliser l'IA de manière concrète pour les PME. Je me suis fait accompagner de 4 autres experts IA pour ce projet et ça vous permettra vraiment d'avoir un étendu des possibles autour de l'IA. Chaque personne a sa petite spécialisation, ce qui vous permet aussi de pouvoir contacter à la fin du live la bonne personne pour pouvoir échanger et peut-être lancer des projets IA au sein de votre PME, ce qui est important en tout cas en 2025 parce que beaucoup d'acteurs le font et ça serait dommage en France en tout cas de prendre du retard là-dessus. Donc avec moi, j'ai Guillaume qui se présentera tout à l'heure, mais qui est surtout connu à la base pour avoir créé une chaîne YouTube qui forme les futurs data scientists, IA ingénieurs, etc. Aujourd'hui, il y a à peu près, en arrondissant, 200 000 personnes qui suivent cette chaîne. Et voilà, maintenant, il intervient dans les entreprises, il fait de la formation. Je suis même ses formations, donc pour vous dire à quel point c'est qualitatif. En tout cas, il vous se présentera tout à l'heure. J'ai aussi Julien, qui est notre deuxième international de l'événement, parce que Guillaume est en Angleterre et Julien est au Luxembourg. Et il va vous parler notamment des agents IA, qui est vraiment le sujet tendance de l'IA actuellement. Après, on a Olivier. Alors, Olivier, je l'ai rencontré lors d'une table ronde BPI. Il vous en parlera peut-être un peu plus. Et avant de se lancer réellement dans l'IA, c'était aussi l'ancien PDG du journal Le Point. Et voilà. Et aujourd'hui, pareil, il anime des conférences, il travaille avec l'UNESCO, etc. Donc, il se présentera tout à l'heure, mais c'est un profil très, très senior sur le sujet. Morgane, alors, si vous vous êtes connecté un jour sur LinkedIn, vous avez forcément vu un post de Morgane qui parle d'IA, data. C'est un peu les références sur LinkedIn et Morgane partagera son expérience. Mais voilà, aujourd'hui, il parle de formation, il intervient dans les entreprises, il s'amuse aussi pendant ses voyages à coder des IA. Voilà. Il aime bien ça. Ça fait des années. C'est un docteur dans ce domaine. Donc voilà, vous êtes en bonne main avec lui. Et le dernier, c'est moi. Je me présenterai à la fin de la présentation, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle STK Data et qui accompagne les PME, les TPE dans l'utilisation de la data. Alors, le programme, on va commencer du coup par Guillaume sur la maintenance prédictive, un sujet vraiment important, notamment si vous travaillez dans l'industrie, mais pas que d'ailleurs, il vous dira. Après, Julien, comme on a parlé tout à l'heure avec les agents IA, Olivier va vous parler de l'analyse du langage. Alors, l'analyse du langage, on en parle beaucoup, mais là, il va vous expliquer comment l'analyse du langage va vous permettre de gagner de l'argent ou voire économiser de l'argent. C'est un sujet qui est intéressant et ça vous permet aussi de voir autre chose que tout simplement parler de ChatGPT. Voilà. Morgane va vous expliquer comment on peut se former aux outils parce que c'est bien beau d'utiliser des outils IA, mais concrètement, voilà comment on utilise, c'est quoi les bonnes pratiques pour utiliser ces outils et on terminera par moi où je vous expliquerai le diagnostic, comment faire pour identifier le meilleur projet pour votre PME. Alors, je vais laisser la main du coup à Guillaume. Voilà. C'est à toi, Guillaume. Super, merci Valentin, bonjour à tous, je suis enchanté d'être ici avec vous ce matin pour vous parler de maintenance prédictive et de comment prévenir et détecter les pannes que vous pourriez avoir dans votre système ou dans vos systèmes. Sauf que non, c'est pas exactement ça qu'on va dire, on va faire quelque chose d'un petit peu plus sexy, d'un petit peu plus intéressant parce qu'en fait la maintenance prédictive, c'est bien plus que ça. La maintenance prédictive, c'est comment augmenter vos revenus
en maximisant la disponibilité de votre cash machine, votre système qui vous permet de gagner de l'argent, sans que cela vous coûte un bras. Et oui, c'est en réalité ça, la maintenance prédictive, et on verra en fait pourquoi ces deux phrases, celle que je viens de barrer et celle qui est en dessous, sont intimement liées. Mais avant ça, je vais me présenter un petit peu plus en détail. Donc, je m'appelle Guillaume Saint-Cyr, je suis data scientist, ingénieur IA depuis 2014. J'ai fondé la chaîne YouTube Machine Learning qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 170 000 abonnés. Et dessus, je forme les développeurs, les cadres, les dirigeants à l'utilisation du machine learning en entreprise. J'ai aussi sorti une formation, comme dit Valentin, dans laquelle lui-même fait partie. Je suis aussi le cofondateur de l'entreprise Predixus, basée à Cambridge, qui développe pour les PME des plateformes d'analyse de données livrées clé en main pour générer immédiatement des revenus dans leur business. Donc ça, c'est pour moi la petite présentation. Maintenant, on va parler de maintenance prédictive et pour ça, je vous propose de partir d'un petit exemple. Nous avons ici, sur cette photo, une plateforme pétrolière. Question pour vous, savez-vous combien d'argent est généré en moyenne chaque jour par une station de pétrole offshore? Vous savez, ces stations qui sont comme ça plantées au milieu de la mer. Alors, je crois qu'on a un petit peu de décalage dans le chat, donc je vais pas attendre 30 secondes le temps d'avoir des réponses, mais je vous laisse réfléchir un petit peu à ça dans votre coin, là, notez comme ça sur un bout de papier. Et puis, je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, en moyenne, une station produit dans le monde 25 000 barils par jour. Alors, il y en a qui produisent plus, il y en a qui produisent moins, bien sûr, ça dépend de leur taille, c'est une moyenne. Alors, à raison de 80 $ le baril, ça nous fait 2 millions de dollars. C'est énorme. Enfin, moi, j'aimerais bien générer comme ça 2 millions de dollars par jour, ça serait fabuleux. Autrement dit, par heure, ça fait 84 000 $. Autrement dit, si cette plateforme n'est pas opérationnelle, eh bien, chaque heure qui passe vous empêche de gagner 84 000 $, en plus de vous coûter des frais. C'est énorme. Eh bien, pourquoi je fais cette analogie? C'est parce que dans nos entreprises, quel que soit ce que vous faites, nous avons tous une plateforme de pétrole qui nous permet de générer des revenus. C'est ce que j'appelle notre cash machine. Ça peut être, si vous faites du marketing, ça peut être votre site web. Si vous êtes dans l'automobile, l'aviation, ça peut être votre usine. Si vous êtes, pareil, si vous faites de la vente en ligne, ça va être votre site de e-commerce. Si vous êtes dans le pharma, si vous êtes dans la santé, bref, quelle que soit votre industrie, vous avez une cash machine. Et si votre cash machine tombe en panne, si votre plateforme pétrolière ne tourne plus, vous ne générez pas de revenus. Donc, comme on l'a dit, voilà plein d'exemples de ce qu'on peut avoir. La solution, c'est d'avoir une maintenance parfaite pour s'assurer que rien ne tombe en panne. Le problème, c'est que la maintenance coûte cher. Très, très cher. Un exemple que l'on connaît tous, c'est quand on vient faire notre contrôle technique sur notre véhicule, notre service, toutes ces choses-là, c'est pas donné. Ça coûte cher. Alors, si la révision de notre véhicule nous coûte déjà cher tous les ans, qu'en est-il de la maintenance d'un train, d'un ascenseur, d'un avion, ou bien des machines qu'on peut avoir dans une usine? On parle là de millions d'euros. Et le pire, c'est que ce sont des millions d'euros qui sont probablement jetés à la poubelle, car au final, chaque année, quand on vient faire notre révision sur notre voiture, on se dit, mais est-ce que j'avais vraiment besoin de dépenser 200 € pour changer ce truc-là et ce bidule? Non, peut-être pas. Peut-être que ce n'était pas nécessaire. Et c'est donc là que l'on va parler de maintenance prédictive. Parce que la maintenance prédictive, c'est un outil presque magique qui vous permet vraiment de réduire vos coûts, d'augmenter votre satisfaction client, d'augmenter vos revenus sans changer grand-chose, j'allais dire sans presque changer rien du tout, et sans changer grand-chose à ce que vous faites. Pour bien comprendre ça, maintenant on va rentrer dans le détail de quels sont les 3 types de maintenance qui existent. Alors, quand on veut faire une maintenance, on peut commencer par faire de la maintenance réactive. Ça consiste à attendre le moment où quelque chose va tomber en panne, où il va y avoir une défaillance pour effectuer une maintenance. Voilà. Donc, un exemple classique, c'est, vous roulez dans votre voiture, votre pneu prend un clou et votre tableau de bord le détecte. Bon, là-dessus, vous n'allez pas faire de la maintenance préventive. Vous n'allez pas tous les 2 jours vous dire, est-ce que j'ai reçu un clou dans les pneus? Je dois contrôler tout l'état de mes pneus à chaque fois de prendre la voiture. Non, ça va. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, la maintenance réactive est parfaite pour les problèmes non catastrophiques, ceux sur lesquels vous vous dites, oui, de toute façon, même si je me prends un clou dans mon pneu,
En fait, le design du pneu est conçu de telle sorte à ce que ma voiture, en principe, ne se prenne pas, voilà, ne fasse pas un gros accident, hein. Les pneus aujourd'hui sont conçus pour que quand ils prennent une petite épingle comme ça, pouf, il se passe rien. Alors donc la maintenance réactive est parfaite pour tout ce genre de situation. Vous pourriez aussi penser aux ampoules que vous avez, dans les pièces d'une entreprise ou même celles que vous allez à la maison. Vous n'allez pas passer du temps à planifier des opérations de maintenance pour vous dire: «Est-ce que toutes mes ampoules fonctionnent bien? On va vérifier toutes les pièces du bâtiment». Non, si jamais il y en a une qui éclate, bon, bah, c'est pas grave, on passe à la suivante. Donc le problème de la maintenance réactive, c'est que c'est non envisageable pour les défaillances critiques. C'est alors qu'on peut se pencher vers un autre type de maintenance, la maintenance préventive, qui consiste à éviter à tout prix, et c'est bien ça le problème, à tout prix, une défaillance en planifiant des maintenances selon un calendrier. Donc exemple, maintenance d'un avion, maintenance d'un train, maintenance d'un ascenseur, ou même maintenance de votre voiture, puisque en réalité, nos gouvernements imposent à travers les lois, eh bien, qu'on fasse tous les ans ou tous les 2 ans en France un contrôle technique pour s'assurer que tout va bien, voilà, afin d'assurer la sécurité de tout le monde, de nos concitoyens, et cetera. C'est aussi valable d'ailleurs pour la maintenance d'un site internet. Évitez d'avoir des très grosses failles de sécurité, sinon, patatrac, eh bien, tout votre système de génération de revenus peut tomber à l'eau. Problème, ces maintenances coûtent cher et sont parfois inutiles. Et oui, hein, quand on l'a vu tout à l'heure, quand on fait, la maintenance d'une voiture, des fois on se dit: «Ouais, mais ça se trouve, il y avait pas forcément besoin de changer cette pièce-là maintenant. Peut-être que j'aurais pu continuer, d'utiliser mon véhicule 6 mois sans problème. Ça m'a coûté de l'argent, c'est pas forcément écologique, puisqu'on jette des pièces alors qu'elles peuvent encore être utilisées. Par contre, oui, c'est sûr, on a peut-être anticipé des problèmes, donc on a été ultra conservateur, on a trop anticipé. Et c'est là que on a donc la maintenance prédictive qui permet d'analyser l'état de santé de votre système pour décider quand organiser la maintenance de façon à éviter toute panne, tout en minimisant les coûts, tout en minimisant les choses qui vont finir à la poubelle, etc. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, quand on fait de la maintenance prédictive, il y a une pipeline vraiment très simple. Alors ici, on a pris l'exemple d'une machine, mais vous pourrez remplacer le terme machine par système. Ça peut être votre CRM, votre site internet, bref, c'est votre plateforme pétrolière. Ce qu'il faut faire à la base de tout, bien sûr, c'est avoir accès à de la data. J'ai parfois des gens qui m'approchent en me disant: «Je veux faire de la maintenance prédictive», mais leur système n'est connecté à absolument rien. Ils ont juste des CSV et ce genre de choses. Ah, merci Valentin, bonne question. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est quand même important. Donc, première étape, data ingestion. On a envie de mettre toutes ces données, disponibles sur un cloud ou sur un serveur. C'est très important parce on va souvent faire de l'analyse de données en temps réel ou semi-réel, lorsqu'on fait de la maintenance prédictive. Ensuite, deuxième étape, c'est celle qui consiste à créer ce qu'on appelle des indicateurs conditionnels. On en parlera un petit peu plus dans un instant, mais c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment se comporte notre système, quel est son état de santé. Et ça, très souvent, nous ne l'avons pas lorsqu'on analyse simplement les données brutes issues de notre système. Je vous donnerai des exemples, vous allez comprendre. Et pour finir, une fois qu'on a ces indicateurs conditionnels, il y a une dernière chose qu'on fait, c'est qu'on prédit la RUL, Remaining Useful Life, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on peut continuer à rouler dans notre véhicule avant que celui-ci ne tombe en panne. Ah oui, c'est important de comprendre ça, avant que n'importe quel composant de celui-ci ne tombe en panne. Voilà ce qui compte. Donc, étape 1, data ingestion, on prend notre machine, on analyse tout ce qui pourrait venir d'elle. En général, on ne va pas faire absolument tout, mais on va faire une étude avec un cahier des charges nous disant, bon, bah, ce qui compte, c'est est-ce que la machine est en train de vibrer, est-ce que la température est en train de monter, quel courant électrique elle consomme. Voilà, on va réfléchir aux différents facteurs clés qui entrent en jeu pour vraiment comprendre la santé de la machine. Et on va collecter tout ça, on va le mettre sur un serveur. Alors, ça peut être une plateforme de données, ça peut être des choses qu'on développe from scratch sur AWS, Azure, Google Cloud Platform, tout ce genre de choses. C'est vraiment la base de tout. Étape numéro 2, création d'indicateurs conditionnels. Donc, ces fameux indicateurs qui vont nous permettre de comprendre quel est l'état de santé de notre système, la condition de notre système. Donc, on va prendre ces données en temps réel, par exemple,
quelle est la vibration du système, donc comment est-ce que chaque pièce dans notre machine pourrait vibrer. Alors pour ça, on peut mettre des capteurs d'ailleurs, hein, dans l'étape précédente, celle de la data ingestion. Parfois, on a une machine où on a un système incomplet, et dans lequel il faut investir un petit peu d'argent, mais on parle là de quelques euros, hein, pour mettre un petit capteur par-ci par-là, pour comprendre, tiens, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe pas. Pour un site internet ou quelque chose de non physique comme une machine, bah, ça serait pas un capteur, mais ça serait une API, des choses comme ça. Voilà, on vient rajouter des petites choses qui vont scraper notre système, collecter des données en temps réel, et le problème de ces données brutes, c'est qu'en général, elles ne nous indiquent pas grand-chose. Donc, il va falloir les retravailler. Pour ça, il y a 4 grandes techniques. On peut tout simplement faire des statistiques. Par exemple, sur une machine qui vibrerait, on pourrait dire, bah, on va essayer de comprendre quelle est la moyenne de sa vibration chaque heure. Voilà, au lieu d'analyser comment elle vibre toutes les secondes, on va faire une moyenne pour comprendre d'heure en heure, de journée en journée, de semaine en semaine, comment est-ce que ça vibre. On peut faire du traitement de série temporelle. On peut faire du traitement fréquentiel, très utile, très sous-exploité par beaucoup d'entreprises, donc des transformés de Fourier, des choses un peu avancées qu'on voit lorsqu'on fait des études dans ces domaines-là, des études d'ingénieurs, des études de maths, et du feature engineering. Tout ça nous amène à créer un ou plusieurs indicateurs conditionnels. Comme on peut le voir sur la droite, c'est un indicateur qui va être corrélé vraiment à l'état de santé de la machine, qui en général va être normalisé à 100% et qui, au fur et à mesure, va diminuer à travers le temps. Voilà. Très souvent, on peut avoir un indicateur conditionnel très stable, il ne se passe rien, d'un coup, il y a un déclencheur et paf, les choses commencent à diminuer. Étape 3, la dernière étape, c'est la prédiction de la RUL, Remaining Useful Life. Donc là, on va prendre cet indicateur conditionnel, on va le comparer à des données du passé, c'est là qu'on va faire du machine learning, du deep learning, de l'IA, afin de comprendre, tiens, comparé aux autres systèmes qu'on a vus par le passé, comment est-ce que celui-ci est en train de se comporter? On sait que la machine ou le système, le site internet, peu importe, la version alternative de cet individu qu'on est en train d'observer, s'est comporté comme ça là par le passé. Il est mort ou il a eu besoin d'une maintenance 10 semaines plus tard. Eh bien, on va dire, tiens, lui, il s'approche il est très semblable à celui-ci. Hop, on va dire aussi qu'il aura besoin d'une maintenance dans 10 semaines. Donc, on peut utiliser des modèles de deep learning pour apprendre à faire tout ça, des modèles de transformers. Vous savez, les transformers, c'est tout ce qui fait fonctionner ChatGPT, tous ces modèles-là. Les filtres de Kalman, des filtres à particules, des simulations de Monte-Carlo. Là, on est sur des outils que j'utilise très souvent dans mon métier au quotidien pour développer ce genre de modèle. Donc, quand on utilise de la maintenance prédictive, on va maintenant comparer ces différentes stratégies par rapport à la maintenance réactive, la maintenance préventive, etc. Donc, quand vous aviez une maintenance réactive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre machine est dans un état normal. Là, il y a un facteur externe qui vient dégrader la machine. Vous obtenez un temps d'arrêt, un downtime, qui fait que vous avez votre station de pétrole qui vous génère plus d'argent, vous organisez une opération de maintenance et paf, ça remonte à 100%. Donc ça, c'est évidemment pas possible pour beaucoup de situations. Un avion ne peut pas se permettre qu'il s'écrase, un site internet ou une plateforme pétrolière qui génère des millions par jour, on ne peut pas se permettre qu'elle s'arrête. La maintenance préventive, elle a aussi des limites puisqu'on va, comme on l'a dit, organiser des maintenances de façon planifiée, de façon pré-programmée. Donc peut-être qu'ici, on organise une opération de maintenance alors que notre système pourrait continuer à opérer. Et peut-être aussi qu'on organise une opération de maintenance alors qu'il n'y a rien qui ne va pas. Et de plus, c'est là le gros problème des maintenances préventives, c'est qu'on peut très bien avoir une dégradation non observée par notre système lorsque justement, eh bien, on n'a pas de maintenance prédictive, ce qui fait qu'on peut aussi avoir du downtime lorsqu'on fait de la maintenance préventive. Et donc, la maintenance prédictive, elle est parfaite puisqu'elle analyse en temps réel la condition du système. Elle permet donc de dire, bah voilà, il nous reste tant de temps à vivre, on va organiser l'opération de maintenance peut-être juste une semaine avant. Voilà. Pour finir, 2 exemples réels sur lesquels j'ai pu travailler avec mon équipe, mon entreprise dans les dernières années. Un exemple de pompe à eau pour vraiment vous dire, voilà, on a une machine ici. Et bien là-dessus, en faisant toutes les techniques qu'on a pu voir ensemble avec cette extraction de valeur, ces extractions de données, les filtres de Kalman, etc., eh bien, on a pu prédire les défaillances avec 3% de faux positifs et 2% de faux négatifs. Ça signifie que 3% du temps, on faisait une prédiction incorrecte en disant « Tiens, cette pompe à eau va avoir un problème », alors qu'elle n'en avait pas. Et 2% du temps,
on loupait des petites anomalies sur ces pompes à eau. C'était un retour sur investissement absolument énorme, puisqu'ils ont pu économiser plus d'1 million d'euros par an sur ce problème-là, puisqu'avant, ils ne faisaient pas du tout ce genre de choses. Ils faisaient simplement de la maintenance réactive et de la maintenance préventive sur d'autres machines. C'était une catastrophe. Un autre exemple, pour vous démontrer que tout ça, ça peut aussi être utilisé dans des domaines dans lesquels il n'y a pas du tout de machines. Ici, le marketing. On avait un site internet dans lequel il s'agissait de comprendre comment est-ce que des clients s'affaiblissent à travers le temps ou s'épuisent à travers le temps. Donc la prévision du churn. Et grâce à ce genre de méthodologie, vraiment en reprenant cette logique-là et en l'appliquant à du marketing ou à tout autre domaine, on a réussi à récupérer 20% de clients qui autrefois partaient. En conclusion, la maintenance prédictive vous garantit un système de revenus 100% opérationnel. Bah oui, votre système ne tombe jamais en panne. En minimisant vos coûts de maintenance, puisque vous faites une maintenance plus intelligente, ce qui maximise vos revenus et la satisfaction client, sans changer quoi que ce soit à ce que vous faites, juste en analysant les bonnes données ou en rajoutant 2-3 API, 2-3 petits capteurs sur vos machines, sans avoir à dépenser des sommes énormes. On ne parle vraiment pas de centaines de milliers d'euros quand on fait de la maintenance prédictive. Bref, vous augmentez vos revenus, vous réduisez vos dépenses, vous rendez vos clients plus heureux et vous gagnez donc un avantage compétitif. J'ai juste envie de vous dire, n'attendez plus, lancez-vous. Il y a énormément de ressources là-dessus sur Internet. Vraiment, c'est une mine d'or. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, surtout n'hésitez pas à me contacter après cette conférence. Merci à Valentin pour avoir organisé cet événement. Et comme Valentin est un ami, eh bien, j'ai envie d'offrir à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, là, vraiment là maintenant, hein, pas après, eh bien, 1 heure de consulting gratuite, mon livre sur le machine learning. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez scanner ce QR code, mais de toute façon, Valentin vous recontactera et vous aidera lui aussi. Merci beaucoup, Valentin, et merci à vous. Merci Guillaume, merci pour cette présentation. Il y a une question que j'ai pas pu répondre par moi-même, donc je vais te l'afficher. Du coup, c'est Yannick qui demande ça. Est-ce que tu es possible de connaître là ou les causes qui créent la dégradation du système sur ton premier exemple réel? Je peux pas répondre à ces questions, donc si tu veux bien y répondre, hop. Sur cet exemple, Ouais. l'exemple des pompes à eau. Oui, c'est possible, mais c'est difficile. Ça, c'est difficile. Donc, je vais faire une réponse très courte de 30 secondes pour laisser la place aux autres intervenants. Il y a plusieurs méthodologies de modélisation. Toujours, une d'entre elles, lorsqu'on fait de la maintenance prédictive, c'est de faire des anomalies de détection, des modèles de détection d'anomalies, qui consistent à dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut faire venir déplacer un ingénieur. Il va lui-même organiser l'opération de maintenance et détecter ce qui va, ce qui ne va pas. C'est des coûts en plus, ça c'est sûr, mais au moins, on a pu prévenir d'un problème, mais on ne sait pas forcément lequel. Il y a une autre méthodologie qui est un petit peu plus compliquée, qui consiste à vraiment faire donc du feature engineering, comme ce que je disais ici, et qui, elle, nous permet et qui nous a permis à nous, sur ce projet-là, de détecter quand est-ce que, par exemple, ça pouvait être un moteur ou plutôt la partie pompe qui pouvait avoir des problèmes sur ce système. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Et là, on va passer du coup au deuxième intervenant qui est Julien, qui va nous parler du coup des agents IA, un vrai sujet aussi tout aussi intéressant. Merci Guillaume. Et Guillaume, s'il y a des questions qui arrivent par la suite, du coup, tu répondras à la fin de la présentation. Bien sûr, avec plaisir. Merci Valentin. De rien. Allez, à toi Julien. Oui, merci Guillaume, merci Valentin. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les agentic workflows. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agents IA actuellement. C'est un sujet que personne ne comprend réellement. On ne sait pas de quoi il s'agit. En fait, on va plutôt travailler sur des workflows qui sont finalement la somme combinée de différents agents IA qui vont travailler les uns avec les autres. Et on va construire ça pour obtenir des livrables. Donc d'abord, je vais vous présenter la définition et le principe, et ensuite, on va être très pragmatique, puisque c'est l'objectif aujourd'hui, d'avoir des cas d'usage et des exemples. Alors, les agentic workflows, c'est quoi? La définition du petit Robert, l'édition 2031, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas encore de définition exacte. En tout cas, ça vient de l'anglais, et c'est à la fois un agent et avec un workflow, donc un flux de travail. Et donc, c'est un système d'automatisation des processus métiers. Donc, on va travailler à la fois, ça peut être sur du marketing, des RH, de la finance, tout type de métier possible, qui utilisent des agents d'intelligence artificielle
autonomes et spécialisés. Et donc, ces agents vont travailler en séquence coordonnée pour accomplir des tâches complexes. Hein, et souvent, on dit l'IA générative permet de faire des choses à faible valeur ajoutée. Là, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Les agents peuvent collecter des données, analyser des informations, générer du contenu et prendre des décisions. Ou en tout cas, vous aider à prendre des décisions, puisque ça ne fait pas le travail à votre place. Plus concrètement, on va dire que vous avez une équipe d'assistants qui sont ultra doués. Vous allez quand même planifier l'exécution de leur travail. Hein, donc, vous imaginez avoir un ensemble de collaborateurs, vous allez tout planifier et vous allez obtenir un livrable précis en quelques instants. Hein, donc, vraiment, c'est toujours se projeter sur qu'est-ce qu'on veut obtenir comme livrable. Et donc, également, une précision, c'est que lorsqu'on travaille sur des workflows, on ne travaille pas réellement sur une technologie de chatbot. C'est vrai qu'on est fort habitué, en utilisant ChatGPT ou d'autres, à être vraiment sur des modes chatbot. Alors, je vais revenir sur un premier exemple. Donc, l'exemple 1, c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut correspondre, puisque créer un podcast, on ne le fait pas tous les jours. En tout cas, ça vous donne un exemple concret. Alors, dans mon exemple, je vais vous présenter l'outil que j'utilise, qui s'appelle Draft and Goal. Et là, dans mon objectif, je souhaite créer un script pour le Rendez-vous Tech, qui est un excellent podcast que je vous recommande à tous. Et c'est l'idée de se dire, dans la vie réelle, qu'est-ce que je dois faire pour créer un podcast? Donc, je trouve un nom, un sujet et un angle. Donc, il y a quand même la réflexion humaine avant de démarrer. 2, je trouve des co-animateurs sympas. 3, j'explore le sujet, c'est-à-dire que je vais aller regarder sur Internet toutes les informations à partir de ce sujet. 4, je crée une structure et un script. 5, je nous enregistre, j'optimise l'audio. Et 6, je publie, j'en fais la promotion. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur un workflow, donc un processus peu détaillé, mais en tout cas qui explique étape par étape. Et là, par rapport à ça, je vais prendre juste les étapes 3 et 4 pour créer mon automatisation. Alors, pour vous montrer, finalement, je vous montre directement le résultat. Donc là, je suis sur la plateforme qui s'appelle Draft and Goal, qui permet justement de faire travailler des agents IA, mais également pas mal d'autres outils. Et je vous montre déjà le résultat, puisque là, en fait, notre résultat, c'est la génération des podcasts. Et ensuite, je vous montrerai comment on a pu faire. Ici, mon script, c'est le Rendez-vous Tech et le sujet, c'est iPhone 16e. Et en fait, on voit qu'on a différentes personnes, Patrick, Guillaume, Julien, et qui vont dialoguer ensemble. Donc, tout ça a été généré dynamiquement et dans un ton qui est assez proche, je dirais, pour ceux qui connaissent celui de Patrick Béja. Donc, je vais vous le faire. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, accompagné comme toujours de Guillaume Vendée et Julien Cadeau. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 16e, le petit nouveau d'Apple qui vient de sortir le 19 février 2025. Alors, un iPhone E comme économique, mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Guillaume, toi qui as l'œil pour repérer les bons rapports qualité-prix, qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, on va obtenir la réponse de Guillaume, qui lui va avoir un ton assez pointu, où il va chercher finalement les éléments techniques. Et Julien, ce n'est pas moi, mais ça prend le rôle d'un autre Julien, c'est plutôt la personne qui est sceptique, qui va être un peu critique. Donc, on a ça, on se dit on peut le faire avec ChatGPT, mais finalement, ça part d'un processus qui est finalement assez précis, dans le sens où, pour obtenir ça, ça part sur un prompt très précis, mais on vient finalement d'abord analyser les actualités. Donc finalement, j'ai un outil qui vient chercher les actualités au format JSON. Donc c'est un format qui est assez simple à comprendre, puisqu'on voit finalement le mot-clé qui a été recherché, et finalement, quelles sont les actualités sur Google. Donc si on tape iPhone 16e, finalement, ce sont les URL et les liens que Google va rendre accessibles lorsqu'on fait sa recherche. Donc, en fait, on va récupérer les URL lesnumériques.com, par exemple. Un article de CNews est toujours sur l'iPhone 16e. Un quatrième de BFM TV. Donc là, on récupère des URL et déjà des titres, des informations. La deuxième étape, c'est que je viens récupérer juste les 4 URL pour ensuite aller scraper ces données. Donc, en fait, on va interroger ces données, finalement, pour savoir de quoi ça parle. Donc là, on récupère juste le contenu. Ici, je vais avoir un prompt qui va faire une analyse à la fois pratique, à la fois chiffrée. Est-ce qu'il y a des statistiques? Donc là, par exemple, on n'a aucune statistique parmi les différents articles. Les informations sur les prix ou les coûts, les opinions positives ou négatives,
des questionnements sur les impacts et toute autre information pertinente. Donc là, finalement, on a ces informations qu'on vient de récupérer. Et c'est pour ça qu'ici, finalement, je vais décrire. Donc, je vais vous montrer précisément. En fait, pour réaliser ce script, je vais utiliser les personas de Patrick de Guillaume qui sont assez précis. Donc là, par exemple, Patrick Béja, c'est l'analyste généraliste passionné. On va voir ses centres d'intérêt, on va voir son ton et son style de voix qui est par exemple chaleureux, énergique, fluide, avec une touche d'humour. Il garde un ton posé, etc. Et également, je vais lui donner des verbatims représentatifs de sa manière de parler. Je vais faire pareil sur Guillaume, Julien, mon sujet, et je veux une durée de podcast de 3 minutes. Donc, je cumule ça, plus les informations sur l'iPhone 16e que j'ai récupéré. Je crée un prompt, et donc là, je vais vous montrer finalement d'où ça part. Ça vient d'ici. Donc, un workflow qui est, donc là, on est sur une solution no-code qui fonctionne de manière assez simple et intuitive, qui permet de relier différentes étapes. Et donc là, par exemple, quand je crée le script, je vais avoir un prompt qui va rechercher les sujets, l'analyse détaillée, les différents personas, et je lui demande finalement, par différentes étapes, de faire dialoguer mes personnes. Donc comme ça, vous avez compris finalement qu'on va avoir une approche ici qui est, je donne des tâches, je donne des données, je les partage et je donne des objectifs à mes agents IA qui vont être ici, ici ou là. Alors, prenons ensuite l'exemple. Enfin, je voulais vous présenter sur Draft & Go un petit peu la manière de fonctionner. On va avoir des données de départ et des contraintes. On va avoir des outils, donc des web scrapers, des outils qui permettent, par exemple, pour du référencement naturel, de faire des analyses de champs sémantiques très précis. On va utiliser différentes IA, soit les méthodes de ChatGPT, donc de manière assez simple, soit finalement on peut créer des agents IA, soit on peut avoir des analyseurs de data, donc on va avoir différentes formes d'agents IA. Et ici, ce qui est important, c'est se dire que HITL, ça veut dire Human in the Loop. Ça, c'est un concept très important dans le sens de savoir qu'il faut, dans nos workflows, savoir quand est-ce qu'on fait agir l'humain. Et donc, parfois, ça va être en début de workflow, en milieu de workflow, en fin de workflow. Et de toute façon, la fin de workflow, elle est indispensable puisque lorsqu'on obtient le livrable, il faut forcément quand même une relecture, une correction, une optimisation. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir quand même analyser toutes les étapes précédentes. Parce que parfois, on ne va pas forcément, sur d'autres outils, on ne va pas forcément savoir comment on a pu obtenir le livrable. Mais ici, on sait pourquoi on a obtenu ce livrable. Et donc, on peut décrypter et donc affiner. L'exemple 2, c'est pour optimiser une page pour le référencement naturel. Et donc, c'est se dire, on peut en optimiser une par une. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est d'optimiser sur du gros volume. Donc là, pour la vie réelle, comment on fait lorsqu'on est consultant SEO? On va analyser les mots-clés à améliorer, on sélectionne les pages optimisées. Et en fait, sur les étapes de 3 à 5, c'est ce qu'on va faire ici, c'est analyser le contenu de la page, utiliser plein d'outils SEO. Donc ça, je suis assez flou, mais finalement là, on va être très pragmatique et donc on va utiliser un seul outil SEO qui va bien faire le job. Et ensuite, dans la vie réelle, en fait, on va analyser, optimiser, rédiger, tester, valider. Ça prend un temps qui est assez incroyable pour enfin publier et analyser. Ici, si on reprend le workflow, on va passer par pas mal d'étapes. Donc là, en fait, dans les exemples que je donne, ce sont finalement des workflows simples que j'ai créés pour le webinaire. On peut obtenir des choses, enfin, on peut obtenir des résultats beaucoup plus qualitatifs, mais avec parfois beaucoup plus d'étapes. Donc là, finalement, il faut quand même cette maîtrise des outils, mais on peut obtenir quand même des résultats simples en faisant des workflows simples. Alors, moi, mon objectif ici, c'est finalement se dire qu'en interne, dans l'entreprise, j'ai une personne qui est là pour optimiser. Donc, en fait, je vais lui créer une analyse SEO qui va lui donner les points forts d'une page, la présence de mots-clés principaux, donc les informations pertinentes, la longueur du contenu, et ensuite les points améliorés. Là, en fait, on voit qu'il y a une suroptimisation du contenu. Donc, pour le référencement naturel, c'est effectivement quelque chose à éviter. Manque de variation sémantique. Le contenu se concentre trop sur les termes exacts, comme iPhone 16, iPhone 16 Pro, etc. Donc là, j'ai pris par exemple une page à analyser qui vient c'est une page sur boulanger.com. Ici, il demande de structurer de manière plus qualitative
les balises de titre. Donc là, c'est assez technique hein, sur la création du HTML et les recommandations. Donc là, en fait, on donne les recommandations qui peuvent être traitées par une personne d'une équipe, mais également on peut aller plus loin, et là je ne l'ai pas fait, je vous disais, après on peut aller beaucoup plus loin, ce serait de dire je réutilise ces préconisations pour dynamiquement optimiser une page existante. Et donc là, comme vous voyez, il y a différentes étapes. On va avoir par exemple un guide qui va permettre d'obtenir tous les mots-clés à utiliser dans une page. Donc là, encore une fois, c'est un extrait qui est un peu technique. Ensuite, il faut savoir comment le réutiliser, notamment avec des agents IA. Là, on va faire du scrapping de données. On va faire du nettoyage HTML. Donc tout ça, ce sont des outils d'automatisation qui permettent effectivement de ne pas être bloqué par un contenu qui serait inapproprié. Et ensuite, là, en fait, on se dit sur la page de Boulanger, par exemple, on voit qu'on a le score de 114 et un danger de 43. Donc là, on voit qu'il y a un défaut, c'est que autant le score, c'est le score de qualité SEO, 114, c'est un très bon score. Par contre, le danger est de 43, et là, c'est un danger SEO élevé, c'est-à-dire que Google va pénaliser finalement cette page. Donc, tout ça, c'est pour donner finalement un livrable qui permet d'optimiser ça. Alors, quel bénéfice concret pour votre PME? Vous avez vu, on peut déjà traiter plusieurs choses en marketing, mais c'est du gain de temps sur des tâches qui peuvent être répétitives ou complexes. Et j'insiste sur la complexité parce que faire ça à la main, ça peut être très chronophage, mais aussi complexe. On va augmenter la qualité et la cohérence des livrables, c'est-à-dire qu'au moins on sait de où on part et on sait que finalement on va avoir toujours le même processus qui sera à l'œuvre et qu'on va affiner dans le temps. Mais ça permet finalement d'avoir cette cohérence. Et franchement, le retour sur investissement est extrêmement rapide grâce aux gains de productivité, mais aussi aux qualités de résultats qu'on va obtenir. Je vous donne un troisième exemple qui est là plutôt sur le rapport d'activité. Donc là, par exemple, dans la vie réelle, mon boss souhaite un rapport d'activité, je vais exporter un fichier Excel depuis l'ERP. Ça, je ne sais pas le faire avec un agent IA. Mais par contre, faire tout ce qui est recherche V, les tableaux croisés dynamiques, rédiger un rapport de façon structurée, ça, on peut demander à l'agent IA de le faire. Donc, je vous donne ce troisième exemple rapidement. Ici, on va avoir... Alors, je vous montre déjà finalement le tableau d'exemple. Ici, j'ai récupéré, c'est un dataset qui est fictif, 250 000 lignes de chiffres d'un e-commerce. Et donc, on va savoir quelles sont les catégories de produits concernés, le prix de produit, la quantité, le montant total par commande, la méthode de paiement. Et puis là, on va avoir des informations sur l'utilisateur. Bon, ça, finalement, je ne l'ai pas traité. C'est pas important. Donc, vous voyez, ça traité, ne serait-ce que par Excel. Parfois, on va avoir des difficultés parce qu'on a quand même un nombre de données très importantes. Je vais juste vous montrer avant ça ce que je lui demande. En fait, je veux les statistiques par catégorie. Donc ça, je vais éditer une instruction précise dans mon Data Analyzer. Je veux les stats par catégorie, par méthode de paiement, par trimestre depuis juillet 2022. Filtrer les produits supérieurs à 200 € et les montants doivent être communiqués en euros. Okay, donc là, c'est assez simple. On emploie du langage finalement très humain. Et ici, on va avoir une instruction donc avec mon agent IA en anglais, mais qui va lui demander finalement... La structure est assez simple pour le prompt, mais pour obtenir un résultat d'analyse. Qu'est-ce que ça vient faire en termes de résultat? Je vais obtenir une analyse toujours au format JSON. Donc c'est un format finalement qui permet de calculer très rapidement. Mais bon, je ne vais pas vous montrer tout ça dans le détail, mais ça vient récupérer toutes les données pour ensuite me faire un résumé exécutif de 2020, enfin, du trimestre 3 2022 au trimestre 3 2022 à 2023. Et ce qui est intéressant, c'est catégorie performante. La catégorie Home a maintenu des ventes solides jusqu'à T2 2023, le déclin général au T3 2023. Donc, il y a des analyses qui sont faites en quelques secondes uniquement, et ça vient faire une analyse sur les méthodes de paiement. On va avoir des recommandations et analyse, donc par exemple par catégorie, les tendances, les chiffres clés qui ont été effectivement regroupés. Donc, on va avoir des sommes, on va avoir des calculs de performance. Et tout ça, encore une fois, je n'ai rien fait là-dedans, tout a été fait automatiquement. Et ensuite, on va voir les préconisations, enfin l'analyse par méthode de paiement, en cash, carte de crédit, PayPal. Donc tout ça pour vous dire,
Là, ça a été fait de manière très très basique, juste pour le webinaire. En tout cas, on a des cas d'usage qui peuvent être très très variés. Alors, pour mes services, qu'est-ce que je propose? Je propose de la formation en IA et pour acculturer vos équipes, les accompagner pour comprendre ce qui se passe avec l'IA, comment on peut l'utiliser de manière individuelle, aussi collective. C'est juste pour qu'il y ait une bonne compréhension et une réassurance pour vos équipes. La deuxième chose, c'est que je propose des audits métiers et des préconisations d'intégration en IA générative. Alors, je précise parce que j'ai quand même pas mal de mes confrères ici qui sont sur différents types d'IA. Moi, je suis vraiment spécifique sur l'IA générative. Et ensuite, je peux également développer ces workflows agentiques, comme vous avez pu les voir, mais de manière beaucoup plus... là, c'était des exemples un peu simplifiés, mais on peut avoir vraiment des choses très, très précises. Pour me contacter, voici mes coordonnées, mon adresse mail. Et donc, si vous le souhaitez, moi, je suis formateur en IA générative. J'ai constaté auprès de très nombreux clients que souvent, il y avait un problème sur le vocabulaire de l'IA, comment on pouvait parler, par exemple, à ChatGPT. Donc, pour ceux qui le souhaitent, déjà, je peux partager un très grand glossaire pour savoir mieux parler à votre IA favorite. Et donc ça, vous m'envoyez un email, je me ferai un plaisir de vous partager ça. Et puis sinon, si vous souhaitez me consulter pour discuter de vos projets, voilà, je me tiens à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup Valentin d'avoir organisé cet événement. Et puis je laisse la place au suivant. Parfait. Merci Julien pour ce sujet. Tu verras, du coup, pour essayer de garder un peu un timing qui tient la route, il y a une question qu'on t'a posée sur le chat. Si tu peux répondre directement, on demande si tu as des exemples de clients. Donc, c'est Philippe Herman qui propose pas. C'est des exemples de PME sans forcément les nommer qui utilisent des agents pour répondre à des appels d'offres publiques. Si tu peux te permettre de répondre en écrit sur le chat, comme ça, on peut passer au prochain sujet. Qui est le sujet d'Olivier. Merci beaucoup, Julien, en tout cas. Et là, du coup, je laisse la place à Olivier pour parler du langage. Merci, Valentin. Ça a basculé. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire. Merci, Valentin, pour l'initiative que tu as prise de nous réunir tous ce matin. Donc, moi, Valentin, tu m'as demandé vraiment de traiter plutôt le langage, la thématique du langage naturel. Donc, ce que je vais faire maintenant, et je vais essayer de vous décrire des use cases hyper concrets que moi j'ai pu expérimenter personnellement sur voilà, la manière d'utiliser le langage naturel finalement pour essayer de développer son business ou son efficacité. Alors, j'ai préparé quelques slides, mais je crois que c'est Valentin qui les bouge. Voilà. Alors, moi, en 2 mots. Désolé. Non, c'est bon. Moi, en 2 mots, je suis un spécialiste de l'IA et de la production d'informations. J'ai passé 10 ans à créer une plateforme d'information financière qui a été rachetée par Euronext, par la Bourse de Paris. Ensuite, j'ai passé une dizaine d'années dans les médias. J'ai dirigé pas mal de médias, mais notamment le magazine Le Point, qui est assez connu, ou l'agence de photo journalisme qui s'appelle SIPA. Voilà, donc j'ai été confronté à la transformation de ces business pas simples, comme vous pouvez vous en douter. Et puis depuis 6 ans, en fait, je ne travaille plus que sur le sujet de l'IA. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'IA appliquée au business, c'est-à-dire c'est le côté qu'est-ce qu'on en fait, en fait, comment on intègre ça dans le process de l'entreprise, comment on fait en sorte que ça marche, c'est-à-dire que soit on soit plus productif ou alors, plus rarement, mais ça arrive quand même, qu'on crée de la valeur additionnelle et de la profitabilité additionnelle. Alors, et j'ai plein de clients différents, comme vous voyez sur le slide, c'est plutôt des grosses boîtes. Voilà, donc je travaille pour le groupe AFNOR, pour Aegis, pour la BPI, voilà, ce genre d'entreprise, mais je travaille aussi pour des PME. Voilà, alors on peut peut-être changer de slide. Donc, en gros, mon boulot, c'est d'intervenir auprès des métiers pour finalement les aider à comprendre, les aider à imaginer des use cases, des cas d'usage en fait, qui vont vraiment les aider dans leur boulot, et ensuite de voir comment on peut le faire. Voilà, et on l'intègre en général dans une sorte de roadmap. Voilà, donc ça c'est le spectre de mes activités. Évidemment, de par mon passé professionnel, j'ai une connaissance un peu plus pointue de tout ce qui est génération de contenu, hein, évidemment, par ces outils. Néanmoins, je suis amené à intervenir sur tout un tas
de technologies qui apportent, que ce soit de la vision machine ou d'autres choses. Alors, j'ai préparé quelques use cases dont j'aimerais vous parler maintenant. En fait, bon, vous avez de la donnée tous, on a tous de la donnée. On a tous de la donnée, elle n'est pas forcément accessible, elle n'est pas forcément au bon format. Enfin, les experts, les spécialistes précédents nous l'ont bien expliqué. Néanmoins, vous en avez, et il faut voir comment, à partir de cette donnée-là, finalement, on a moyen d'utiliser l'intelligence artificielle, soit pour faire avancer un petit peu son business. Et souvent, en fait, je me suis rendu compte que la donnée dont on dispose seul au sein de l'entreprise, elle n'est pas forcément suffisante, et on a parfois besoin d'en ajouter d'autres, soit une donnée un peu plus formatée, ou étiquetée. Voilà, donc il y a du travail sur la data, soit de la donnée qu'on peut trouver ailleurs. Et il y a un premier élément que j'aimerais rappeler à tout le monde, c'est qu'il y a un truc super qui existe chez nous, qui s'appelle l'open data, et notamment toute la politique de l'État en termes de mise à disposition de jeux de données. Il y a 60 et quelques milliers, dizaines de milliers, de jeux de données qui sont accessibles. Il y en a sur beaucoup de choses. Les plus connus, c'est les fichiers des entreprises, mais il y a aussi je pense aux fichiers des valeurs foncières. Ça, c'est tous les prix de l'immobilier dans toutes les communes de France, toutes les transactions qui ont eu lieu, les prix, etc. Et donc, il y a des gros jeux de bases de données qui sont disponibles. L'usage en est gratuit la plupart du temps. Moi, je vous invite tous à regarder ça parce que ça peut être un bon moyen de compléter des jeux de données, notamment pour créer du contenu. On peut aussi, pour compléter ces données, les acheter à l'extérieur. Je vais prendre des exemples dans le domaine de la voiture et de l'automobile, donc pour illustrer mon propos. Mais par exemple, la voiture, c'est un domaine dans lequel il y a des fichiers qui sont ultra détaillés, qui sont disponibles à la vente. Ça coûte quelques centaines d'euros, et pour ça, vous pouvez avoir tous les modèles, et toutes leurs caractéristiques techniques. Voilà, et donc ça fait un jeu de données énorme qui ensuite peut permettre de générer des contenus spécifiques. Alors, ça, c'est important parce que l'usage qu'on fait du contenu dans ces cas-là, c'est quoi? C'est un objectif SEO. Tout à l'heure, on en a parlé, donc je vais en reparler également un petit peu. C'est qu'effectivement, quand on cherche à travailler la longue traîne de son référencement, on a intérêt à placer sous les yeux de Google, placer devant Google les bons mots-clés, les bons croisements d'informations. Et l'intérêt souvent, c'est que pour créer un contenu intéressant au regard de l'humain et au regard de la machine, c'est souvent utile de croiser justement des différentes thématiques. Pour illustrer tout ça, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai bossé pas mal pour des boîtes qui font de la location longue durée ou de la location avec option d'achat de voitures sur Internet. Et donc, il y a énormément de modèles, évidemment, puisque les voitures qui sont proposées peuvent être de toutes les marques, etc. Et donc là, il est intéressant de générer en fait et de produire du contenu qui intègre évidemment les bons mots-clés, la bonne structure d'information, mais qui également vont croiser des infos, par exemple, de localisation avec des infos concernant des voitures. Et donc, ça veut dire qu'on va répondre à certaines requêtes de manière très puissante et améliorer finalement sur la durée le référencement naturel. Alors là, j'ai pris l'exemple de la voiture parce que on est capable automatiquement de générer un texte avec les caractéristiques d'une voiture. Et donc, on peut, pour illustrer tout ça concrètement, c'est le coffre, la capacité du coffre, le rayon de braquage, etc. Et donc, si on fait un voyage dans les Alpes, on peut visiter telle ou telle ville avec telle ou telle voiture. Donc ça donne du contenu qui est super performant, qu'on produit massivement. Hein. Je vous parle là de production de quelques milliers d'articles, par exemple, d'un seul coup. Et évidemment, les métadescriptions, enfin tous les éléments importants pour le SEO peuvent être générés par la machine. Et ça, je l'ai fait également, ce type d'approche avec des
des boîtes qui proposent des services de dépannage, vous savez, plomberie, électricité, ce genre de choses, un peu partout en France. Et là aussi, c'est intéressant de croiser des données socio-démographiques et géographiques avec des données de dépannage, parce que voilà, comment trouver un plombier à tel endroit. Là, on peut parler du parc, des habitations de ce lieu, à partir de nombreux fichiers, et créer du contenu intéressant, en tout cas qui va fonctionner en termes de référencement. Dans les médias, ça existe aussi. Après, ça dépend du secteur d'activité de chacun. Mais moi, j'avais mené une expérience avec un média breton sur la génération des résultats du sport amateur en Bretagne. Et donc, à partir de là, voilà, vous voulez avoir les résultats des U15 en foot féminin, par exemple, dans un petit village breton. Ben, en fait, on se rend compte que dès le moment où les fédérations finalement consolident la data, bah, en fait, c'est une matière première également qu'on peut utiliser pour générer des analyses de matchs, des comptes rendus de journée de championnat, même sur des niveaux amateurs. Donc, donc ça, pour moi, ça articule bien ça illustre bien l'articulation entre la donnée, la créativité qu'il faut avoir pour imaginer ce qu'on veut faire, et ensuite la réalisation concrète du produit, soit en général, moi quand je l'ai fait, on passait par des plateformes d'IA symbolique. En fait, vous avez une sorte de moteur de règles qui s'inscrit dans des structures narratives, et puis ensuite la machine est capable de générer les produits. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire avec les IA génératives, ChatGPT, ce genre de choses. Alors, il faut bien encadrer la donnée, donc là, il y a des technologies qui existent, les RAG notamment, mais pas que pour vraiment s'intéresser uniquement à une donnée qui est vérifiée. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième série d'exemples, j'enchaîne un peu vite parce que j'ai voulu vous en mettre pas mal, ça donne des idées. C'est comment est-ce qu'en fait, avec le contenu, comment on peut gagner du temps en générant automatiquement du contenu. Alors, une partie importante, c'est la partie reporting. C'est la partie, on fait des dashboards, on fait des analyses. Dans toutes les boîtes, on a des gens qui passent leur journée à traiter des analytics, à en faire des analyses, etc. Là, il y a vraiment moyen de gagner du temps, de gagner en productivité. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des visions plus rapides, de réagir plus efficacement. S'il y a plusieurs sources d'analytiques qui remontent, ça permet de les mixer dans une sorte de rapport cohérent. C'est des trucs pénibles qu'on fait à la main en général et qui prennent du temps, et surtout qu'on les fait très régulièrement. Donc ça, c'est un use case qui me semble important. Il y a un autre élément dont je voulais vous parler, mais je crois que c'est Julien, si je me trompe pas, qui en a parlé tout à l'heure. C'est la partie lutter contre l'attrition, c'est-à-dire faire en sorte que les clients qu'on a en ce moment ne s'en aillent pas. Et comment, en fait, on peut identifier à travers les interactions qu'on a avec nos clients, identifier les anomalies, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait des cas de figure où ça ne se passe pas tout à fait comme d'habitude et sur lequel il y a un point de vigilance à apporter. Et là, ça permet à l'humain derrière de reprendre le contact pour éventuellement mener une action commerciale ou de réassurance ou ce genre de choses. Mais la détection d'anomalies est importante parce que dès qu'on est sur un business d'abonnement, on gère ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire vraiment, on va considérer qu'un client, il va rapporter pendant 10 ans, par exemple. Donc, au début, ça coûte cher d'acquérir le client. Ensuite, finalement, il faut l'exploiter, donc le garder le plus longtemps possible avant qu'éventuellement il s'en aille. Et donc, plus cette durée est longue, évidemment, plus c'est profitable pour l'entreprise. Il y avait un dernier point, et je vais finir là-dessus, qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est d'utiliser la traduction des contenus avec l'IA. Évidemment, ce n'est pas parfait, néanmoins, ça marche quand même vachement bien. En tout cas, et pour pas mal de sites sur la partie e-commerce, c'est un moyen de démultiplier finalement son territoire de prospection, voilà, sur un champ beaucoup plus vaste. Les traductions sont possibles dans toutes les langues. Moi, je vous incite vraiment à essayer de proposer différentes langues. C'est du business additionnel. Alors ça date un peu, moi j'avais toujours gardé en tête le chiffre de eBay quand il est passé à la traduction automatique sur les petites annonces. Il y a un moment déjà, et d'ailleurs la qualité était moyenne, mais finalement ça gênait personne. Et ils ont quand même augmenté les revenus mécaniquement de 7%. Et je trouve ça assez intéressant. Je voulais vous dire, j'espère avoir respecté le timing.
Vas-y, continue. C'est moi qui ai changé de slide sans faire Non, mais exprès, Olivier. juste sur ce contenu, en fait, l'IA aujourd'hui, elle vous permet de produire du contenu technique, même de produire du contenu juste pour Google dans des pages cachées. Ça, c'est la partie SEO. Elle permet de personnaliser l'interaction avec des clients. Ça, c'est génial parce qu'on s'en occupe, ça évite l'attrition. Voilà. L'effet multiplicateur de la génération de contenu en langue étrangère, il est factuel. Même si la qualité est parfois un peu moyenne, enfin de moins en moins en vrai, mais en fait, fondamentalement, c'est pas très gênant. Je veux dire, on est habitué à lire des notices d'emploi de produits électroménagers chinois qui ont été traduits dans un français approximatif et ça nous pose aucun problème. Bah, c'est pareil pour tout le monde en fait. Donc là, le pouvoir accéder à de nouveaux marchés, c'est à mon avis un truc qu'il faut faire absolument. Voilà. Trop bien, merci. Comment on peut te contacter, Olivier? Parce que là, du coup, on a parlé de pas mal de sujets et pour le coup, c'est très concret pour les PME, tout ce que tu as dit. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu as dit. Comment ils peuvent te contacter? C'est ça ce que je voulais voir. Si tu avais non, slide mais après. j'ai pas prêt. Oui, voilà. Je parle mieux de business case que de mon propre business case. Mais néanmoins, si vous voulez me contacter, passez par LinkedIn. Donc, je m'appelle Olivier Méjean. Ma boîte, c'est Omestra, comme OMESTRA. Voilà, vous me contactez. Moi, vraiment, encore une fois, contactez-moi. Vraiment, on est sur la spécification fonctionnelle. Voilà, orientez-vous vers Valentin ou d'autres pour produire l'IA, mais moi, j'aide vraiment le côté fonctionnel, opérationnel, business de l'affaire. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup et tu as respecté le timing parfait, donc c'est nickel. Merci beaucoup, Olivier. Et maintenant, du coup, on va passer à Morgane. Alors, Morgane qui va vous parler de la formation aux outils. Hop, je te partage, Morgane. C'est à toi, c'est toi qui as la main. Top, c'est moi qui ai la main. Bonjour tout le monde et merci Valentin pour m'avoir invité aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire, OK, on a vu qu'on pouvait faire quand même pas mal de choses avec l'IA, sauf que quand on est en PME, TPE ou enfin voilà, on est en entreprise, on n'a jamais fait ça avant, on se dit bah d'où partir, comment faire. L'idée, c'est un peu de vous éclairer, de vous parler de ce sujet-là. Qui je suis pour vous parler de ça. Du coup, je m'appelle Morgane Gautreau, je suis docteur en machine learning, deep learning, et je suis passionné par tout ce qui est côté data, IA, etc. Donc, je partage des contenus sur LinkedIn, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube également. J'organise des conférences mensuellement sur Lille, gratuite. Donc, si vous voulez vous intéresser au domaine, n'hésitez pas à venir. Et on a un événement qu'on organise du coup sur une journée le 28 mars à Lille pour les gens qui sont à côté, qui s'appelle Data Days, où il y a pendant toute une journée de tracks où des personnes viennent présenter leur use case sur des sujets data IA. Et du coup, moi, j'interviens en entreprise pour faire de la formation, de l'acculturation, mais également pour créer des sujets pour les entreprises. Donc, l'idée, c'est de se dire pourquoi on avance vers l'IA. Donc ça, c'est une étude de McKinsey de 2018 qui prédisait que d'ici 2030, l'IA créerait 13 trillions de dollars. On s'en fout un peu du trillion de dollars ou même des chiffres. C'est un peu au doigt mouillé et vraiment de 2018 à 2030, impossible de définir clairement. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'en fait, la création, elle est dans tous les domaines différents. Donc, à partir du moment où vous avez de la donnée et que vous avez une entreprise, en fait, vous pouvez créer des sujets d'IA qui vous rapporteront de la valeur. Donc, l'IA, c'est quoi? Bon, voilà, il y a une grande... la grande définition, c'est un domaine qui permet aux ordinateurs de copier le comportement humain. Donc, c'est assez large. On a plein de manières de faire de l'IA. D'ailleurs, on a eu quelques exemples dans cette conférence. Il y a le fait de créer des règles et de les implémenter. Donc ça, c'est ce qu'on faisait, c'est de l'informatique finalement. Et bien ça peut être considéré comme de l'intelligence artificielle. Et il y a également la partie qui est ce qu'on appelle vraiment IA et qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, ce qui est le machine learning. L'idée, c'est que si vous avez un canon et que vous voulez savoir où vous tirez votre boulet, il y a soit vous étudiez de la physique pendant 10 ans et vous avez toutes les formules analytiquement pour savoir où va retomber votre boulet de canon, ou sinon vous prenez un canon, vous tirez plein de boulets, plein de poudres différents, plein d'angles différents, et à la fin, vous essayez de trouver un modèle qui va approximer cette loi physique qui régit le retombé d'un boulet de canon. L'idée, c'est que sur la physique, c'est cool de faire des
des fonctions analytiques. Mais par exemple, si vous voulez calculer le comportement de votre client pour lui vendre un produit, le comportement le client va évoluer mois à mois, donc il n'y a pas de choses analytiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer des données sur le phénomène et on va essayer de le modéliser avec des procédés de machine learning. La machine va apprendre directement des données. Donc là, ce qu'on comprend rapidement, c'est que la donnée, ce qui est important, la valeur de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. D'accord ? Et ça, c'est central. Et après, sur la donnée, on peut faire on peut utiliser plein de modèles différents, de choses différentes. Notamment, donc j'ai dit là des systèmes experts qui est plus en fait du développement et l'intégration des règles métiers, du machine learning qui est l'apprentissage des données, mais même dans le machine learning, on a plusieurs sous-domaines qui est le deep learning, les réseaux de neurones, vous avez peut-être déjà entendu parler, et l'IA générative, donc on en parle souvent également. Tout ça, c'est dans un même domaine qui est le machine learning. L'idée, c'est que, OK, quand on veut se former à l'intelligence artificielle, en fait, il y a plein de choses à apprendre, on est un peu perdu. L'idée, c'est de savoir de manière très pragmatique. Moi, en entreprise, je suis en PME, j'ai envie que mon personnel, enfin voilà, mes collaborateurs mettent en place des sujets IA, sur quoi ils doivent se former. Et bien là, ça dépend déjà de votre maturité et du type de projet que vous allez vouloir mettre en place. Notamment, si vous voulez créer un outil spécifique à votre problématique. Notamment, ça peut être, bon, voilà, vous allez partir de vos données pour créer un modèle qui est vraiment spécifique à votre problématique. Notamment ce que nous a présenté Guillaume en début de présentation sur la maintenance prédictive. Ben, ça, c'est pas quelque chose qui peut être utilisé sur d'autres données. On va vraiment faire du cas par cas pour vous donner une entreprise. Et bien ça, pour créer ce type de produit, il va falloir avoir ça va être très compliqué que des personnes déjà présentes dans votre entreprise se reforment et tout seul arrivent à mettre à bien tout ce type de projet parce que ça demande pas mal de compétences, donc pas mal de nouveaux postes, notamment des data engineers qui vont faire toute la pipeline d'acquisition de la donnée et d'alimentation des systèmes, la data analyst qui va analyser les données, le data scientist qui va modéliser les données et le machine learning engineer qui va prendre ces modèles et les rendre disponibles à l'utilisateur. Et donc ça demande beaucoup de nouvelles compétences et c'est très compliqué pour une entreprise de base de se dire, bah voilà, je vais me lancer dans la création de nouveaux outils directement et sans faire de recrutement, juste par la formation. Ça, c'est très, très compliqué ou ça prend beaucoup de temps. Donc l'idée, et en plus, ces projets-là demandent pas mal de prérequis, notamment une acculturation à la data et l'IA, ça c'est Julien qui en a parlé. La première étape quand on veut faire de l'IA en entreprise, déjà, il faut que les gens comprennent ce que c'est que l'IA, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les aboutissements, le ROI qu'on peut en tirer, etc. Et ça permet également de trouver les sujets, parce que quand il y a une nouvelle équipe data dans une entreprise, la plupart du temps, la problématique, c'est qu'on n'arrive pas à trouver c'est quoi les sujets qui sont les plus importants, c'est quoi le ROI des sujets, sur quoi on doit partir. Donc, il y a une partie d'acculturation, de stratégie qui est très importante. Et après, par rapport à ce que j'ai dit avant, une chose qui est très, très importante, c'est l'organisation de la data, la gouvernance de la data. Vos données, vous en avez tout le temps, mais des fois, elle est un peu cachée dans votre entreprise, dans des fichiers Excel un peu éparpillés. Et ben, il va falloir la consolider, l'organiser d'une manière qui puisse être utilisable par d'autres entreprises. Et donc, l'idée, c'est qu'après, une fois qu'elle est utilisable, on peut en faire pas mal de choses. Des dashboards pour rendre la donnée accessible aux utilisateurs, aux opérationnels pour qu'ils fassent des meilleurs choix, ou des applications d'IA. Mais là, en fait, finalement, l'IA, c'est quoi ? Finalement, c'est prendre un levier sur nos données ou les données qu'on a à disposition pour créer de la valeur. Et finalement, en fait, c'est l'idée en fait de l'IA. C'est ça, c'est de baser sur votre donnée en entreprise pour créer de la valeur. Pour tous ces sujets-là, c'est du coup pour ces sujets où on va créer nous-mêmes des modèles. Si vous n'avez pas d'équipe data, IA, etc., et que vous n'avez pas la volonté d'en créer une à l'avenir, l'idée, c'est plutôt de se faire former et accompagner par des entreprises spécialisées sur ces sujets-là. Notamment, voilà, si vous voulez faire la maintenance prédictive, plutôt se rapprocher des entreprises qui font de la maintenance prédictive. Si vous voulez faire des modèles anti-churn, etc., l'idée, c'est de se rapprocher de ces entreprises-là parce que c'est assez compliqué de créer from scratch ce type de solution et d'acquérir cette propriété intellectuelle.
Mais du coup, c'est pas parce qu'on ne crée pas d'outils spécifiques qu'on peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des outils déjà préexistants, en fait. Notamment, l'idée, c'est que, par exemple, il y a des géants du cloud, Google, Amazon, Azure proposent ce qu'on appelle des IA sur étagère. Donc, par exemple, on peut faire du text-to-speech, donc avec 200 voix, on peut faire lire du texte avec des personnes vocales. On peut faire du speech-to-text, transformer de l'audio en texte, on peut faire de la recherche de documents, on peut créer des modèles, des dialogues, etc. Il y a faire de la traduction automatique. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites par d'autres entreprises et du coup que vous pouvez réutiliser pour intégrer dans vos solutions. Donc là, je parle des IA sur étagère sur les grands du cloud, mais c'est exactement la même situation lorsqu'on utilise ChatGPT, CodeStral, GitHub Copilot ou pas mal de Claude ou toutes les LLM qu'ils ont utilisées. L'idée, c'est la même chose, c'est qu'on va utiliser des IA qui ont été créées par d'autres entreprises et qui sont utilisables seulement avec des calls API. Donc, ça permet à votre équipe de développeurs en entreprise d'intégrer à vos solutions de l'IA sans forcément recréer vous-même de l'IA. D'accord ? Donc là, comment se former pour les devs ? L'idée, c'est pas qu'ils deviennent data scientists, c'est pas qu'ils sachent comment ça se passe. L'idée, c'est qu'ils comprennent globalement l'outil, qu'est-ce qui se passe et comment l'intégrer, comment intégrer ces outils d'IA dégénérative, etc. Et ça peut être très bien fait par des développeurs. Voilà, s'ils se reforment à ça, la tâche, elle est beaucoup moins grande que créer eux-mêmes ce type d'outils. Une ressource que moi je trouve vraiment bien, c'est Deep Learning AI, qui en ce moment sortent vraiment énormément de cours sur le sujet, sur les agents, sur pas mal de choses. Donc vraiment, si vous avez des développeurs et qui doivent intégrer, non pas créer des solutions d'IA, mais intégrer des solutions d'IA via des API, etc., Deep Learning.ai, il y a pas mal de ressources plutôt intéressantes à aller chercher. Et donc voilà, donc là déjà on a, donc là pour l'utilisation de l'IA, on a deux grandes familles d'utilisation. Il y a les développeurs qui vont utiliser les solutions pour les intégrer dans vos solutions entreprise. Après, quand je dis développeur, mais on peut vraiment, soit on peut utiliser des développeurs, mais on peut utiliser, comme Julien a montré, des fois des outils qui sont peut-être un peu plus, comment dire, simples d'utilisation, où on va pouvoir utiliser des process, des interfaces clic-bouton pour créer des process et des workflows. Mais bon, là, du coup, je parle de l'intégration dans le SI, mais on peut utiliser du coup des utilisations de modèles d'IA, donc Cloud, Anthropic, faire la génération d'images, faire pour les développeurs utiliser des outils d'IA pour qu'ils soient plus productifs et qu'ils soient finalement meilleurs dans leur développement au jour le jour. Et donc ça, c'est la troisième utilisation. Si vous n'avez pas vraiment de développeur, vous n'avez pas vraiment d'IT, etc., ça n'empêche pas que vous pouvez quand même utiliser la puissance de l'IA pour des choses un peu plus à plus petite échelle, un peu moins automatisées. Quoique maintenant, comme je disais, comme montrait Julien, il y a des outils qui peuvent permettre d'utiliser un peu plus en mode clic-bouton pour créer des workflows et créer des choses quand même automatisées, même sans écrire du code. L'idée, la première chose qu'on pense, c'est se dire, je vais me former à faire du prompt engineering, parce que finalement, l'idée, c'est que on va dialoguer avec ce type d'outils par du langage naturel. Et c'est ça, en fait, la très, très grande force pour moi, la révolution de l'IA générative, c'est que hier, pour accéder à des informations sur une base de données, on pouvait très bien le faire, mais en SQL. Aujourd'hui, on peut interagir avec une base de données directement avec du langage naturel, et c'est bien plus facile et ça permet d'embarquer une plus grande base de collaborateurs qui ne savent pas forcément interagir avec des bases de données ou faire des calculs un peu même simples. Donc l'idée, c'est de se former au prompt engineering pour maximiser du coup la qualité des réponses de ces outils, gagner en efficacité et en productivité, d'exploiter pleinement le potentiel de ces outils, parce que chaque outil parfois a une manière différente d'être utilisé, et d'adapter du coup les outils au cas d'utilisation spécifique de votre problématique.
Mais souvent, ce qu'on oublie dans ce type de formation, c'est les sensibilisations. Notamment, j'ai eu des fois des retours des directeurs de boîtes, de plus petites boîtes, qui disent bah, moi, ok, je veux bien utiliser ChatGPT, sauf que mes collaborateurs, ils mettent des informations sensibles dans ChatGPT pour avoir des réponses. Ils mettent du code source propriétaire dans ChatGPT, ils mettent les bilans financiers de notre entreprise, alors que c'est pas forcément des choses un peu sensibles. Et donc, du coup, il faut les sensibiliser à ça. Et ça, souvent, c'est ce qui est pas forcément fait. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez des outils comme voilà, OpenAI, etc., les données que vous avez utilisées se retrouveront sur des serveurs d'OpenAI et doivent être utilisées après à d'autres fins. Donc voilà, il y a une question de fuite de données. À quel point on peut mettre telle ou telle information dans les outils d'IA et où ils vont se retrouver. Ça, c'est des choses à discuter et ça permet de gérer un peu ces risques-là. Et également, des fois, il y a des mauvaises compréhensions du fonctionnement de l'IA. Aujourd'hui, l'IA, l'IA générative qui génère du contenu, surtout du texte, en fait, c'est des probabilités. On va avoir un mot, on va avoir la probabilité du prochain mot, puis la probabilité du prochain mot, etc. Donc, c'est les réponses les plus probables, mais ce n'est pas forcément des informations qui sont réelles et qui sont vraies. Donc, il va falloir toujours vérifier les réponses. Sinon, on est face à ce qu'on appelle des hallucinations, notamment l'élève sait ce que c'est une vache, ce que c'est un œuf. On lui demande, bah voilà, c'est quoi un œuf de vache? Il va essayer d'interpréter ce que c'est un œuf de vache. Si vous faites sur ChatGPT aujourd'hui, bon, normalement, le souci est réglé, mais ça ne veut pas dire que les hallucinations ne sont pas utilisées, n'existent plus. Notamment, par exemple, il y avait Air Canada, le chatbot sur le site avait dit à un utilisateur « Ok, on va rembourser ton billet », alors que c'était hors des conditions d'utilisation. Et du coup, la société a été obligée de rembourser la personne parce que le chatbot était sur le site internet et la réponse du chatbot était aussi engagée autant l'entreprise que si c'était dans les conditions d'utilisation. Donc ça, bien à faire attention que même si on n'est pas sur des choses absurdes, les hallucinations restent quand même d'actualité et il faut savoir les contrer, donc il faut savoir un peu se former à ces outils-là. Ce que je vous conseille quand vous cherchez des formateurs sur ces sujets-là, c'est de faire des formations un peu avec des personnes spécialisées. Si vous avez quelque chose dans le prompt engineering plutôt global, on apprend des choses, mais c'est pas aussi décisif, ça va autant aider que des choses, par exemple, moi je donne beaucoup de formations sur l'IA générative pour les développeurs. Comment faire en sorte, avec des use cases, comment faire en sorte de l'appliquer au jour le jour, comment augmenter leur productivité. Finalement, quand c'est des formations trop larges, ça va être juste du prompt engineering qui, ok, aide, mais n'y va pas forcément trop loin. Donc, petit conseil, si vous voulez vous former du coup prompt engineering aux utilisations d'IA, essayez de trouver des formations sur le prompt engineering ou l'IA générative pour, par exemple, les RH, la gestion de projet, des choses comme ça sera bien plus, vous retirez bien plus de valeur. Donc, pour résumer, pour vous former à l'IA, l'idée, c'est que plus vous passez sur de la création d'IA, plus le gain sera énorme pour votre entreprise, mais plus vous avez besoin d'une maturité sur le domaine, sur le sujet. Et là, il y a une complexité de mise en œuvre qui est vraiment réelle. Si vous ne pouvez pas aller jusque-là, essayez de vous former sur, essayez dans vos développeurs de l'intégrer des outils d'IA. Donc, soit vos développeurs, soit vous utilisez plutôt des interfaces clic-bouton, comme a montré Julien, ou vous faire accompagner par quelqu'un qui gère cette partie-là. Ou sinon, la chose la plus simple et que vous pouvez faire dès demain, c'est d'utiliser des outils d'IA à vos collaborateurs, mais de les former sur comment bien les utiliser et comment faire en sorte de les utiliser de manière sécurisée. Si vous êtes intéressé par discuter sur le sujet ou d'une formation en data, il y a une sensibilisation, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn, soit m'appeler, soit m'envoyer un email. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup et merci à Valentin d'avoir organisé cette conférence. C'était super. Merci Morgane. Je sais que du coup, tu as une contrainte de partir à peu près pour midi. Sur le chat, si tu peux répondre, il y a pas mal de questions sur des outils, des choses, des outils d'ailleurs que moi je ne connais pas forcément, où du coup, je les ai renvoyés tous vers toi. Alors débrouille-toi avec ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était très clair. Et ça avait, en effet, n'hésitez pas, j'ai déjà
J'ai déjà, pour des clients à moi, envoyé Morgane en formation et tout le monde était content. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin de formation, de faire appel à Morgane. On est à peu près bon. Il est 11h45. Moi, je vais vous parler du dernier sujet qui est le diagnostic. Pourquoi je veux parler du diag? Vous avez vu, avec Guillaume, du coup, on a vu la maintenance prédictive. Après, avec Julien, on a vu les agents. Avec Olivier, le texte. Morgane, il nous a fait une panoplie de sujets autour de l'IA. Et la vraie question qu'il faut se poser pour les PME, c'est par où commencer. Et ça, c'est un vrai sujet. Et des fois, qui peut même faire peur. Ça veut dire que les PME ont l'impression, en tout cas, que c'est tellement vaste, c'est tellement gros que des fois, ils ont un peu peur, en tout cas, d'y aller. Avant de vous parler de ça, j'ai quand même rapidement me présenter. Moi, c'est Valentin Mas. Donc, du coup, ça fait à peu près 13 ans que je suis dans la data. Donc, avant, on parlait pas d'IA. Hein. On parlait de data marketing, data scientist, maintenant d'IA. Mais de manière générale, ça fait 13 ans que je suis dans le domaine. Avant de créer mon agence STK Data, j'ai toujours travaillé que dans des grands groupes. Et c'est là que j'ai fait un peu mes armes. Et aujourd'hui, mon travail, c'est vraiment d'apporter tout ce que font les grands groupes, toutes les technologies, tout ce qui développent, les apporter dans les plus petites PME qui, pour moi, c'est vraiment ce type d'entreprise qui ont besoin aujourd'hui de faire de l'IA pour différencier, pour faire tout ce qu'on a parlé un peu précédemment. Mais c'est vraiment pour eux que la data et l'IA existent. Et un peu comme Morgane, je suis beaucoup dans la formation. Et pareil, j'adore m'entourer, comme je viens de faire là, de pairs. Et c'est pour ça que j'ai créé des clubs data, etc. L'IA pour les PME, pour moi, on en fait tout un plat. Alors que c'est très simple. C'est-à-dire que pour moi, il faut se poser des questions. Et à force et à mesure de se poser des questions et d'avoir la réponse, on va savoir identifier les projets. L'IA, c'est pas un outil magique, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est pas un but en soi. Ça veut dire que moi, je vois beaucoup de mes clients, de temps en temps, qui viennent me voir en me disant, voilà, je veux faire de l'IA pour faire de l'IA. Et ça, c'est la pire idée du siècle. Pourquoi? Parce que du coup, on va se planter. L'IA, ça permet de résoudre, pour moi en tout cas, de répondre à 6 objectifs. Donc, ça peut être, on peut utiliser l'IA pour 1, augmenter le chiffre d'affaires, 2, réduire les coûts ou automatiser, 3, améliorer l'expérience client, 4, optimiser la gestion interne et la prise de décision, avant-dernier, explorer les innovations IA ou enfin, créer de nouveaux services ou produits. Et en fait, quand vous confrontez à une envie de faire de l'IA ou vous confrontez des problèmes, l'idée, c'est de pouvoir répondre. Nous, ce qu'on a fait chez STK Data, c'est qu'on a créé un peu un modèle qui nous permet d'identifier les projets les plus intéressants et aussi de pouvoir un peu les prioriser. Bien sûr, tout cet audit, ça dure plusieurs jours, etc. Là, je vais vous donner vraiment les gros axes de notre audit qui vous permettent vraiment de pouvoir vous poser des questions et après pouvoir identifier le bon interlocuteur derrière. Imaginons qu'on vous pose ces questions et vous dit, bah voilà, moi, mon plus gros souci, c'est que j'ai pas assez de chiffre d'affaires et je veux utiliser l'IA pour derrière augmenter mon chiffre d'affaires. Ok, très bien, on va creuser un peu plus. Donc, vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, bah nous, du coup, on va vous poser des questions. Est-ce que votre priorité, c'est d'attirer plus de clients ou de mieux vendre à des clients existants? Parce que du coup, ça va pas être la même chose. Si par exemple, on va attirer plus de clients, donc nous, on a un système de points qui permet de prioriser les sujets, mais même avant ça, si votre but, c'est d'attirer plus de clients, ben on va peut-être être plus sur de l'IA qui va permettre de faire de la prospection à votre place. Si l'idée, c'est de mieux vendre aux clients existants, ben on va plus parler de fidélisation, de personnalisation, de CRM IA. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail. OK, vous voulez attirer plus de clients, mais comment vous les attirez? Est-ce que l'idée, c'est de mieux cibler vos campagnes marketing? Et là, du coup, on va segmenter ou on va personnaliser le marketing. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une meilleure visibilité? On a parlé d'agents IA qui améliorent le SEO, etc. Ben voilà, on y arrive. OK. C'est ce projet-là. Pourquoi? Pas parce qu'on a eu envie de faire un agent IA. Non, non. C'est ce projet-là parce qu'on a décidé d'augmenter notre chiffre d'affaires, qu'on a décidé, pour augmenter ce chiffre d'affaires, d'attirer plus de clients et qu'on a enfin réfléchi que pour attirer plus de clients, notre plus grosse problématique, on va dire, c'était notre visibilité. Ça peut être aussi, tout simplement, pour attirer de nouveaux clients, automatiser la génération de leads. Et là, du coup, on va faire du scoring de leads, la prospection automatique. Voilà, c'est-à-dire que l'IA, c'est vraiment une réponse à une problématique. Par exemple, si votre souhait, c'était juste, vous avez suffisamment de clients, ça veut dire que vous êtes dans un business où c'est peut-être difficile d'attirer des nouveaux clients et vous voulez vraiment rester sur vos clients actuels, bah, on va avoir plusieurs questions. Est-ce que votre but, c'est d'augmenter le panier moyen? Ça veut dire qu'on va peut-être créer des IA qui vont faire des moteurs de recommandation. Est-ce que l'idée, c'est tout simplement de les refaire venir plusieurs fois? Donc là, on va fidéliser vos clients. On va avoir des IA qui vont tourner autour des programmes de fidélité ou la prévision de churn, etc. On en parlait précédemment.
Et enfin, ce qu'il peut avoir aussi, c'est peut-être, non, vous, ce qu'il faut faire pour avoir des clients qui reviennent, c'est du coup avoir une meilleure relation client. Et là, du coup, on va pouvoir utiliser l'IA, par exemple, pour le mettre dans un CRM un peu plus intelligent, analyser les besoins de vos clients, analyser les retours de vos clients, etc., etc. Et sur chaque item, nous, on a des questions à vous poser pour identifier le bon projet. Typiquement, on en a parlé tout au début avec la maintenance prédictive, mais voilà, si votre but, c'est réduire les coûts et automatiser, ok, très bien, votre question, c'est où se situent vos plus gros coûts aujourd'hui? Est-ce que c'est la production et la logistique? Oui. Ok, peut-être que là, c'est vrai que c'est important de gérer mieux le stock, peut-être faire de la maintenance prédictive. Ah non, c'est pas ça, c'est les tâches administratives, faire des devis, etc. C'est compliqué, ça me prend trop de temps, on n'arrive pas à répondre en 24 heures à nos clients. Ok, on a identifié le problème. Derrière, quel lien on va pouvoir mettre? Et je vais pas tout faire parce que du coup, il faut que je tienne un timing quand même pour vous libérer assez vite. Mais voilà, sur chaque thématique, on a un certain nombre de questions à vous poser pour pouvoir identifier le bon projet. Une fois qu'on a identifié tout ça, donc on a fait plusieurs tours de questions, on a une liste de projets définie, on a des points. Et la question qu'on va se faire après, c'est on va devoir essayer de prioriser ces sujets. Ça veut dire que il y a des sujets, par exemple, je vais revenir sur la fidélisation. Peut-être que vous avez un problème de fidélisation, okay, mais peut-être que ce n'est pas l'IA ou ce n'est pas une IA vraiment très compliquée qui va pouvoir le résoudre. Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que développer quelque chose qui est soit une règle de gestion, soit de la data, soit de l'IA, peu importe. Le plus important, c'est est-ce que ça répond bien à votre problématique. Et c'est pour ça que nous, pour chacun de nos clients, à la fin, on va avoir tous les cas d'usage qu'on a identifiés. On va noter la valeur métier avec les points qu'on a vus tout à l'heure. La valeur métier, est-ce que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de business, etc. Ça va vraiment aider. Et aussi la faisabilité. Parce que du coup, si c'est un projet qui a peu de valeur et en plus qui est ultra complexe à mettre en place, qui est ultra complexe à comprendre, ou c'est un peu ce qu'on appelle une boîte noire, ça veut dire que vous n'allez pas vraiment savoir comment ça fonctionne, etc. C'est plus difficile, en tout cas, à développer comme premier projet IA. Ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que le premier projet IA de votre boîte ou data de votre boîte, c'est un sujet qui emmène beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit avoir un retour rapide sur investissement, qui doit être un sujet que tout le monde comprenne et qui englobe une grande majorité de votre entreprise. Et c'est pour ça que c'est super important de pouvoir, au fait, commencer votre approche data IA par un diag, par un audit. En tout cas, je sais que mes confrères qui étaient présents aujourd'hui font ça. Ça veut dire si vous avez une entreprise ou quelqu'un qui va vous dire, moi, sans te connaître, le sujet le plus important chez toi, c'est ça, et voici combien ça va te faire gagner d'argent, il faut s'en méfier. Sans audit, sans diag, c'est difficile de savoir quel est votre sujet le plus pertinent pour votre entreprise. Une fois qu'on a priorisé les sujets, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi regarder les autres acteurs de vos concurrents. Est-ce qu'ils développent déjà ces solutions-là? Est-ce que dans votre secteur, il y a des personnes qui se sont posées la question pour vraiment avoir une vision 360 de vos problématiques, des problématiques du secteur, des problématiques de votre concurrent. On aura la liste des sujets priorisés. Et après, il faut se poser une autre question. Et Morgane n'est plus là, mais c'est une question que soulevait Morgane. Aujourd'hui, il existe des IA existantes qui font très bien le travail, qui pour des PME sont super bien. Généralement, ça va coûter un coût d'abonnement qui reste, selon l'utilisation, mais relativement bon marché pour ce que ça fait en tout cas. Mais il y a aussi une autre solution qui est le développement maison. Le développement maison, ça veut dire développer une IA sur mesure pour vous ou un projet data sur mesure pour vous. Ça, c'est plus notre cas. Nous, on a plutôt tendance à développer des IA sur mesure pour nos clients. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Quel est le plus, quel est le moins, combien ça coûte, combien de temps ça prend, l'impact chez vous. Si aujourd'hui, vous êtes une entreprise où il n'y a pas de dev, vous n'avez pas de SI, vous n'avez pas de système de stockage de données, là, on va peut-être plus aller chercher sur l'IA existante que vraiment tout reprendre à zéro. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que vous avez vu depuis tout à l'heure, on parle que de vos sujets, que de vos problématiques. On ne va pas parler de est-ce qu'on veut mettre tel modèle, telle chose en place. Non. Qu'est-ce qui répond le mieux à votre problématique? Et c'est pour ça que, j'ai essayé de tenir le timing, c'est parfait. C'est pour ça que nous, chez STK Data, on a deux offres. On a une offre qu'on va appeler performance, c'est pour des entreprises, des PME qui sont, on va dire, un peu en difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des problèmes identifiés, ils ont un problème de chiffre d'affaires, de turnover d'équipe, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver avec un audit pour identifier vraiment ces problèmes, pouvoir leur mettre un nom dessus, identifier des projets qu'on peut associer à ces problématiques et surtout, on va vous proposer des opérations coup de poing qui vont permettre de régler vos problèmes et tout ça, on va vous garantir un ROI rentable sous 3 mois. Ça, c'est notre première offre.
Et notre deuxième offre, du coup, c'est ce qu'on parlait avec Olivier, c'est-à-dire qu'Olivier et moi, nous sommes tous les deux experts certifiés BPI France. Et à ce titre-là, si jamais vous avez envie d'innover, ça veut dire voilà, créer des nouveaux services, faire gagner du temps à vos équipes, développer des choses vraiment un peu innovantes pour votre entreprise qui va un peu révolutionner la façon de travailler. Là, Olivier et moi, on est capable, en tout cas, de pouvoir vous proposer des prestations avec une prise en charge à 50% de la BPI, ce qui permet de réduire le coût. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, le but de cette conférence, c'est vraiment, en tout cas, de pouvoir vous aider à comprendre ce que l'IA peut faire pour votre PME. Vous avez vu, on a tous des spécialités. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai fait attention de bien choisir les intervenants et voilà, les personnes que vous avez aujourd'hui sont vraiment un peu la crème de la crème de ce qui se fait aujourd'hui dans leur secteur et dans leur spécialité. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous mets mes coordonnées, mais en tout cas, vous allez recevoir de ma part le replay du live. Vous allez aussi recevoir des emails de ma part si j'ai votre adresse email pour vraiment vous aider à trouver et à vous orienter vers la bonne personne. Moi, je vous conseille toujours de commencer un diac. Ça peut être un diac chez moi et après, je vous envoie vers mes confrères si c'est plus leur spécialité. Pardon. Voilà. N'hésitez pas. Là, on va vous laisser un petit temps pour des questions si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, il est 11h56. On avait dit midi. On a tenu le timing. En tout cas, merci. J'ai vu qu'on est monté à 90 personnes sur le live. C'est top. Là encore, vous êtes 65. Et du coup, je vous laisse me poser des questions à Guillaume et donc il reste qui et à Morgane qui est encore là, je vois, et surtout à Julien. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on vous répondra avec plaisir. Merci à tous, merci Valentin. Pas de problème, merci. Tata, je sais pas du coup, j'ai pas du tout regardé les questions, s'il y avait des questions pendant que je parlais. Alors, je vois que Sylvain, il pose une question, une ordre d'idée du coût associé à une internalisation. Forcément, du coup, alors je ne sais pas si Sylvain, tu parles de l'internalisation, c'est-à-dire prendre une personne chez toi ou internaliser un projet, c'est-à-dire faire un développement maison. Les profils data, si c'est recruté en interne, les profils data se font malgré tout de plus en plus rares, enfin, les bons, et ça a quand même un certain coût, vraiment qui peut être conséquent. Pour tout ce qui est développement du projet, ça dépendra vraiment de l'audit, mais nous, on va avoir des prestations. Je laisse peut-être Guillaume et Julien parler après sur ces questions, mais nous, nos prestations, voilà, le plus petit projet, on va être aux alentours de 5-6 000 euros vraiment pour développer un sujet IA vraiment court terme qui va permettre de gagner du temps ou de l'argent. Et on va monter sur des projets, nous, on reste accessible pour des PME, on va monter sur des projets à 30-40 000 maximum. Après, je ne sais pas vous, Julien et Guillaume, sur votre C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça sur, en tout cas, l'étude d'un cahier des charges et ce genre de choses, la création de… vraiment la phase initiale, on ne parle pas de développer le prochain Netflix pour 5 000 euros. Non, mais c'est toujours important de savoir ce genre de choses. Ouais. Le marché est à peu près dans ces taux-là. Après, pour le développement d'une plateforme data, pour le développement d'algorithmes, d'IA, ça dépend vraiment du besoin. Là, tout est possible. Et concernant l'accès à des ressources, les data scientists, comme tu disais, Valentin, alors moi, j'en connais énormément avec la chaîne YouTube que j'ai depuis le début et puis la formation dans laquelle tu es toi-même, dont tu n'as pas besoin pour trouver un travail, mais qui t'apporte des choses au-delà de ça. Moi, j'ai accès à beaucoup de data scientists à travers le monde, pas qu'en France, qui peuvent travailler à distance, qui travaillent très bien et qui sont parfois donc moins chers que le prix du marché moyen et qui sont des fois très 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 bons. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est en Afrique du Sud, et là-bas c'est un super pays au niveau de ils sont très développés en termes de data science, etc. Sauf que le SMIC est 2 fois moins cher qu'en France, donc ils sont très contents quand ils sont payés 40 000 euros par an. Très très contents. Alors qu'en France, un bon data scientist à 40 000 euros par an, c'est compliqué. Un très bon, on va dire. C'est même introuvable, je pense. Et toi, Julien, je ne sais pas, parce que du coup, il y avait déjà eu des questions sur un peu des prix, des prestations, des outils et tout. Je ne sais pas si… Moi, ça dépend vraiment des projets. Bon, clairement, c'est facile comme réponse. En fait, je travaille quand même sur à la fois un audit, donc c'est le temps de réflexion sur la partie métier.
Donc effectivement, on est sur des budgets équivalents à ceux dont vous parliez. Et ensuite, c'est sur la mise en place des workflows. En fait, on va travailler sur des volumes qui peuvent être très différents les uns des autres. Donc parfois, je vais avoir un client qui va me dire, moi j'ai besoin d'un volume de 100. Donc par exemple, je travaille beaucoup sur des parties marketing, hein, donc gestion de contenu, par exemple pour le référencement naturel, enfin sur pas mal de choses. Mais donc quand j'ai des clients qui me demandent 100 000, c'est sûr les coûts sont dégressifs. Et donc, c'est tout un calcul, en fait, sur la consommation des LLM, sur la consommation des d'autres outils tiers. Hein, je parlais, par exemple, d'outils de scrapping, d'outils de pré-audit SEO. Donc, c'est ce genre de choses qui sont à mesurer en fonction des projets. Ok, trop bien. Je vois qu'il y en a qui… il y en a qui disent, voilà, jamais possible à 40 000 d'avoir un data. Oui, je suis Ah bah, en d'accord. France, non. Merci à tous. En France, voilà, on est d'accord. Merci à tous pour cette présentation concrète, ciblée. Ma question concerne les entreprises. Sont-elles ouvertes et sensibilisées au potentiel de ces toutes nouvelles technologies? A-t-il des besoins d'appel d'offres actuellement? En tout cas, moi, la seule chose que je peux dire de mon côté, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs sources, on va dire, d'entrée de clients potentiels. J'ai la BPI qui va avoir une autorité sous la France et moi un peu plus dans le Nord. Aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même une grosse accélération d'une prise de conscience, en tout cas des PME et TPE, sur l'utilisation de la data IA. Ils se posent vraiment beaucoup de questions. Il y a une bulle qui s'est faite pendant 2-3 ans où il y a eu ce qu'on appelle, nous, des faux experts, c'est-à-dire des experts qui ont promis pas mal de choses, et tout ça, c'est en train de disparaître, donc c'est cool. Donc là, les entreprises, en tout cas, ils arrivent avec des vrais sujets, nous, on arrive avec des vraies réponses, des choses qui vont commencer à sortir avec des ROI, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Donc oui, il y a une prise, en tout cas, il y a une prise de conscience et une sensibilisation sur ces nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a des appels d'offres actuellement? Ça, si tu peux un peu affiner ta question, si ça ne te dérange pas, Aïda. Moi, je sais qu'en Angleterre, il y en a beaucoup. Après, j'imagine qu'en France aussi, quand le gouvernement français a, il y a quelques semaines, annoncé tous les plans d'investissement. Donc ça, c'est de l'argent qui viendra d'offres publiques. Carrément. Évidemment. Carrément. Ouais. De rien, Mohamed. Et après, c'est sûr que quand on voit, parce que moi, forcément, je connais très bien la BPI vu que je suis expert certifié là-bas, et voilà, ils ont estimé qu'ils vont dépenser à peu près 3 milliards d'euros sur plusieurs années pour l'IA. C'est que vraiment, voilà, il y a un gros sujet. L'État français l'ont fait comprendre aussi, comme vient de dire Guillaume. Je pense que vu ce qui se passe aussi aux États-Unis, même si c'est un autre monde, on voit bien que voilà, les plus grandes, on va dire, de ce monde en termes de pays se posent des questions, lancent des projets. Donc oui, ça va continuer à s'accélérer, en tout cas. De rien. Je sais pas toi, Julien, c'est pas du coup toi c'est que ouais, du privé, tout à fait. on est d'accord, ouais. parce que pour l'appel d'offres étatique. Okay. Et en tout cas, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a quand ça peut y avoir de questions, on a répondu à l'ensemble des questions, je pense, en direct, en live. Voilà, n'hésitez pas à venir nous contacter. Vous pouvez passer par moi ou directement par les intervenants. Voilà, n'ayez pas peur. En tout cas, toutes les personnes qui sont ici, comme je vous ai dit, ils ont été choisis. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris n'importe qui pour faire ce live. Voilà, on a des personnes qui sont même à l'international. Je pense à vous deux, du coup, Julien et Guillaume. Tout le monde a des clients. On est là pour vous aider. On est là pour vous rassurer. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de commencer à l'IA. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit un peu négatif de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, s'il n'y a pas de projet chez vous, s'il n'y a pas d'intérêt de faire de l'IA ou de la data chez vous, nous 5, on ne va pas se lancer dans un projet si on sait que derrière, il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc, venez nous contacter. On va vous expliquer. Vous pouvez venir vers moi. Et si ce n'est pas vers moi qu'il faut aller, je vous renverrai vers Julien, vers Morgane, vers Guillaume, vers Olivier. Voilà, on se connaît suffisamment pour pouvoir s'envoyer le bon contact. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir le replay. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Il est 12h05. Je pensais à des nouveaux projets. Justement, merci pour votre réponse claire. Pas de souci, Aïda. Ouais. Bon appétit à tous. Et du coup, merci Valentin pour l'excellente organisation. Encore merci beaucoup. Et merci à tous. C'est super. Merci. Au revoir. Au revoir.